Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour ce 328e épisode de Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'esclavage dans les mondes musulmans avec Mohamed Waldi. Vous trouverez sur la page de l'émission sur le site internet paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire une bibliographie compilée par Mohamed Waldi pour approfondir les enjeux dont nous parlons aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, une appréciation sur iTunes, Spotify, etc. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler mondialisation, à l'attention notamment des cagneuses et des cagneux qui passeront le concours de l'ENS sur ce thème. Tout de suite, l'esclavage dans les mondes musulmans. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Mohamed Waldi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, historien du Maghreb et de l'Empire ottoman, et vous venez de publier aux éditions Amsterdam L'esclavage dans les mondes musulmans. Alors un livre qui m'a énormément intéressé parce qu'il est à la fois très neuf, en tout cas pour un lecteur non spécialiste, et permet d'accéder à énormément de références et de réflexions sur ces questions, très clair dans sa structure. Il fait aussi beaucoup réfléchir à des enjeux qui sont des enjeux contemporains, y compris historiographiques, donc je suis ravi d'en discuter avec vous. Je voulais vous demander, pour commencer, ce qui vous a amené à écrire ce livre, qui est une synthèse sur l'esclavage dans les mondes musulmans, une synthèse assez généraliste, ce qui vous a amené à l'écrire dans votre propre parcours de recherche, comment vous êtes arrivé à ce format et à ce thème. Oui, alors on peut dire que c'est une commande, en fait. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle Contrepartie aux éditions Amsterdam. Et Contrepartie, c'est une collection qui a été lancée par Jocelyne Darlia, qui était longtemps directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Abdelali Hajat, qui enseigne à Bruxelles. L'idée de Contrepartie, c'était dans un moment de croissance, de montée en puissance d'arguments islamophobes, c'est-à-dire de créer, de voir l'islam comme un danger, comme un ennemi essentialisé. Qu'est-ce que les historiens et les chercheurs en sciences sociales peuvent fournir pour un grand public qui veut en savoir plus, qui veut aller au-delà des visions caricaturales en fait de ces sociétés musulmanes. Donc je tiens à dire que le premier ouvrage dans cette collection était lié aux femmes et au féminisme. C'est un ouvrage très très clair par deux collègues sociologues. Le deuxième est complètement dans l'actualité puisque c'est un livre sur antisémitisme et antisionisme, donc un livre assez important. Donc le mien arrive comme ça en troisième position, après un parcours en effet sur des formes d'esclavage différentes. J'ai commencé par un groupe qu'on évoquera peut-être, qui est un groupe très très spécifique dans l'histoire des mondes musulmans, mais aussi dans l'histoire du monde antique, des esclaves affranchis qui sont placés à la tête de gouvernements d'administration, ce qu'on appelait en arabe les Mamelouks, on y reviendra. Et mes Mamelouks, si je puis me permettre, c'était ceux qui étaient en position, en poste dans la province ottomane de Tunis, des gens d'origine européenne, d'origine caucasienne, convertis à l'islam. On y reviendra, mais ensuite, j'ai travaillé sur l'un des derniers Mamelouks, et maintenant, j'ai inversé le regard et je travaille davantage sur les esclaves maghrébins en Europe, de 1750 aux années 1820. Et par esclaves maghrébins, j'entends des esclaves majoritairement musulmans, noirs ou de peau plus claire, ce qu'on appellerait aujourd'hui des Arabes, et aussi des maghrébins juifs qui étaient captifs aussi en Europe. Donc c'est un phénomène qui est différent. Et donc l'ouvrage resitue ces deux groupes et d'autres groupes encore dans un esclavage musulman ou dans les mondes musulmans qui étaient très différents d'esclavage américain et atlantique que les gens connaissent beaucoup plus par les fictions et les séries. Alors vous affrontez aussi bien par le format du livre que dans une introduction et dans le reste de l'ouvrage, justement les façons dont cet esclavage a été jusqu'ici approché, caractérisé, décrit dans le débat public, et vous occultez rien du fait que c'est un sujet éminemment polémique, c'est un sujet qui a fait controverse, notamment du fait de cette mise en parallèle de l'esclavage atlantique et des esclavages dans les mondes musulmans, mise en parallèle qui a pu être numérique, en disant il y avait combien d'esclaves de chaque côté, qui a pu être aussi sur le fond en termes de violence, lequel était entre guillemets le pire. Et c'est quelque chose qui a été sans doute intéressant pour faire réfléchir, mais qui a aussi été appauvrissant par beaucoup de côtés, parce que ça a conduit à des caricatures, à des simplifications. Vous-même, vous dites à un moment dans le livre qu'il est intitulé « Dans les mondes musulmans », mais que ça ne va pas de soi de les prendre tous ensemble, parce qu'aller de l'Indonésie au Maroc, au fond, il ne s'agit pas tout à fait du même monde, même s'il y a des éléments partagés. Donc ça veut dire que dès le départ, cette histoire, elle n'est pas simple à écrire, à la fois de l'intérieur en raison de ses problèmes conceptuels et de l'extérieur, on va dire par la surcharge d'affect, politique notamment, qui l'encadre.
Oui, alors il y a deux aspects dans votre question, la question de la polémique et la question des débats multiples en histoire sur ces questions-là. Donc je vais commencer d'abord pour l'aspect polémique en fait, hein. Toute l'introduction vise à montrer qu'on parle souvent de silence ou de tabou sur l'esclavage. Or, je montre qu'en fait, il y a eu des recherches académiques en arabe, en turc, en persan sur ces questions-là. Simplement, elles n'ont pas été publiées parce que ce n'est pas le même marché éditorial. Et puis surtout, je rappelle qu'il y a toute une série de romans sur l'esclavage. La difficulté, c'est que l'esclavage ne trouve pas sa place dans les grands films et les grandes séries. Surtout, les personnages noirs n'apparaissent pas comme ils sont apparus dans les productions états-uniennes. Oui, on avait eu l'occasion, je le mentionne au passage, de discuter à ce micro du film La dernière reine, qui se déroule à Alger au XVIe siècle, qui contribue à poser, mais de manière encore indirecte, hein, cette question de la couleur de peau, de l'esclavage. Ça aborde ces enjeux, mais un peu de biais toujours. Il y avait un personnage noir qui apparaissait en effet, et ça c'était très très important. Alors, j'en reviens à cette notion de polémique. Si pour moi il n'y a pas silence et tabou, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est très juste. C'est une question qui pose problème, notamment autour, encore une fois, de la question du racisme anti-noir, en fait, qui est très difficile à discuter dans des sociétés arabo-musulmanes. Alors là, il y a de multiples débats que je déploie au fur et à mesure des chapitres. Bon, je ne vais pas faire une explication par chapitre, mais disons le chapitre auquel vous faites référence sur esclavage atlantique versus esclavage oriental, c'est un chapitre où je pose effectivement la question de ces débats, c'est-à-dire, faut-il voir l'esclavage dans les mondes musulmans comme un pendant de l'esclavage atlantique ? C'est intéressant, c'est stimulant en effet, notamment pour compter le nombre d'esclaves, ça c'est très très important. Je montre dans l'ouvrage que cette question de quantifier a été fondamentale, mais je montre aussi les difficultés qu'il y a eu à quantifier. Et surtout, en fait, je montre tous les débats idéologiques derrière la question de la comparaison entre esclavage atlantique et esclavage oriental ou musulman. D'une part, la question du label, de la manière de dire esclavage atlantique versus esclavage musulman. C'est facile, mais en gros, pourquoi ne pas parler d'esclavage de manière géographique et pas musulman ? Et on ne parle pas de traite chrétienne pour l'Atlantique. Mais surtout de manière plus profonde, en fait, depuis le 19e siècle, cette idée d'un pendant islamique est née pour parfois relativiser la violence de la traite atlantique. La traite transsaharienne, qui est une traite très très importante, est extrêmement violente aussi, hein. Elle est très dure, donc on ne va pas contester ça. Mais il ne faut pas oublier que derrière les comparaisons, il y a aussi des logiques, il y a aussi une idéologie, il y a aussi un agenda politique, hein. Donc ce que je dis, et c'est pas simplement critiquer, hein, c'est pas simplement démonter des idéologies. Ce que je dis, c'est que les esclavages dans les mondes musulmans sont d'une grande diversité. Du monde transsaharien, qui est fondamental dans l'esclavage depuis la période médiévale, avec des milliers, des millions d'hommes et de femmes déportés, jusqu'au monde indien et du sud-est asiatique. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est cette diversité, ne pas tout écraser dans un espèce de pendant entre traite atlantique et différentes traites musulmanes dont il faut comprendre les logiques, les effets, les violences en fonction de contextes régionaux. C'est pas neuf, mais c'est important de le rappeler quand même. Et de montrer aussi la profondeur de ces constructions, parce que, d'une certaine manière, l'historiographie la plus récente, celle qui d'ailleurs n'est pas toujours publiée, vous mentionnez plein de travaux en disant, voilà, il y a des thèses qui ne sont pas toujours publiées, mais il y a quand même toute une série de travaux très, très solides qui existent, même si c'est souvent sous une forme académique un peu confidentielle, mais ça s'inscrit dans une logique longue, finalement, depuis le 19e siècle. C'est des histoires qui se racontent en miroir, c'est-à-dire que la façon dont des auteurs en terre d'islam ont présenté leur propre esclavage était déjà au 19e siècle pour répondre à des critiques occidentales qui le dénonçaient, des Occidentaux eux-mêmes qui racontaient leur propre histoire de l'esclavage pour mettre en scène celui du négrier musulman et absoudre les bons pères chrétiens, par exemple, qui affranchissent les esclaves. Autrement dit, il y a une construction longue des catégories et des images à laquelle les historiens et les historiennes doivent se confronter aujourd'hui. Oui, le 19e siècle, de ce point de vue-là, est fondamental et vous faites très bien de faire ressurgir cette question-là, en fait, parce qu'on pourrait encore creuser. Mais donc, je vais prendre un exemple pour que les auditeurs comprennent ce qui se passe au 19e siècle. Donc, le 19e siècle est le temps de l'abolition
d'une abolition qui est vraiment conçue par la puissance diplomatique britannique. Ça, c'est fondamental en Méditerranée pour la région sur laquelle nous travaillons. Et donc, en Méditerranée, les diplomates britanniques, les consuls, les ambassadeurs poussent l'agenda abolitionniste. Dans l'Empire ottoman, en fait, ils vont demander aux élites, aux dignitaires, puisque c'est un esclavage avant tout domestique et d'élite, de libérer ces esclaves de dignitaires ottomans. Les dignitaires ottomans vont répondre en disant que leur esclavage est domestique, donc moins dangereux et moins violent que l'esclavage des plantations dans les Amériques. Donc tout un discours va naître à ce moment-là. Un discours d'euphémisation, on pourrait dire. Un discours d'euphémisation du côté ottoman en disant les esclaves font partie de notre maison, nous les traitons bien et nous connaissons la situation dans les plantations américaines et c'est complètement différent. Il y a aussi tout un autre discours qui naît par exemple au Maghreb, en Afrique subsaharienne, sur notamment un discours développé par le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, missionnaire, acteur extrêmement important de la colonisation d'Algérie, de la Tunisie. Et Lavigerie va accuser les musulmans d'être les principaux responsables d'esclavage, oubliant ce faisant tout un passé d'esclavage occidental. Donc vous avez raison de montrer l'important 19e siècle. Et ça se reflète constamment jusqu'au 20e siècle. L'une des premières personnes qui met en avant l'importance de cette polémique entre les Ottomans et les Britanniques, c'est un des grands spécialistes de l'esclavage dans l'Empire ottoman, Ehud Toledano. Ehud Toledano a des approches très très variées, mais Ehud Toledano est aussi un disciple de Bernard Lewis, qui est un orientaliste très conservateur. Et Toledano, aujourd'hui, justifie, par exemple, l'offensive israélienne à Rafah, très très clairement. Donc vous voyez, en fait, à chaque moment, les gens ne vont pas comprendre, mais à chaque moment, il y a des liens entre l'esclavage et les tensions et les combats politiques présents. Et c'est pour ça qu'aussi c'est d'une richesse, et c'est pour ça que l'ouvrage n'entend pas simplement être factuel. Il entend aussi éclairer les lecteurs sur l'importance des débats contemporains liés à l'esclavage. Depuis une position qui semble à vous lire malgré tout assez inconfortable ou pas évidente à trouver, parce que vous rejetez à la fois la stigmatisation essentialiste des auteurs, notamment conservateurs, qui disent voilà, l'islam c'est l'esclavage, c'est l'esclavage le plus dur, etc. Donc il faut rejeter cet essentialisme, mais il faut aussi être lucide sur le fait qu'en terre d'islam, il y a pu y avoir des formes de déni. Vous citez notamment Al Jazeera qui n'a pas diffusé une partie d'un documentaire concernant l'esclavage parce qu'il était gênant de montrer des musulmans esclavagistes. Autrement dit, ni condamnation ni occultation du fait qu'une partie de ces sociétés sont aussi troublées par leur propre passé. Oui, alors complètement, là vous touchez le point névralgique de cet ouvrage. Comment à la fois contester des visions essentialistes et dans le même temps ne pas nier les violences, les souffrances, les sources structurelles d'un racisme anti-noir. C'est là où nous en sommes. Je tiens à dire quand même que ceux qui nous ont largement amenés à reconnaître l'importance du racisme anti-noir, ce sont les citoyens noirs tunisiens et citoyennes surtout, qui ont mis en avant cette question-là et qui ont mis en avant le lien avec l'esclavage. Donc c'est vrai que c'est une position, l'ouvrage est nuancé, il n'a pas une grande thèse et il ne dit pas c'est comme ça et il faut suivre le chemin. Il met en avant l'état des débats et parallèlement, il amène à réfléchir davantage sur la question de la race. Et peut-être ce qui manque peut-être dans cet ouvrage, c'est la centralité de la race et des racialisations. Parce que je n'ai pas travaillé dessus, qu'il y a un phénomène générationnel de gens plus jeunes que moi, d'excellents chercheurs qui vont revenir sur ce terrain beaucoup mieux outillés. Cela dit, je ne suis pas complètement grabataire, donc je vais m'y mettre moi aussi. Mais la centralité de la race, elle n'est pas complètement dans l'ouvrage, mais cela apparaît. Et je tiens à dire une dernière chose quand même, c'est qu'en tant qu'académique, en tant que chercheur, nous sommes là justement pour tenir les deux points en fait. Alors, si on entre dans la dimension analytique, inséparable évidemment de ces positions, mais qui permettent de les appuyer, de les étayer, il y a souvent un passage obligé dans les travaux sur l'esclavage qui est une réflexion sur les catégories, sur les mots, sur les définitions. Qu'est-ce qu'un esclave ? Il peut se définir évidemment de multiples manières. Et là, on ne peut pas faire le détour, on ne peut pas se passer du vocabulaire et des connotations religieuses de ce vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'un esclave en terre d'islam ? Avec quel mot ça se désigne ? Il y a à la fois un mot, si je vous lis bien, qui est central, qui est abd, mais en même temps, il y a
une multiplicité de mots pour désigner différents rôles et différentes couleurs ou différentes appartenances. Donc un mot central et puis des déclinaisons, comme d'ailleurs ça peut être vrai dans d'autres contextes, en Grèce antique ou à Rome, voilà, il peut y avoir les deux. Hein. Et puis également, quel statut théorique, étant bien entendu, là aussi on va y revenir, que c'est pas parce que l'islam dit une chose que toutes les sociétés musulmanes appliquent la règle de l'islam. Oui, non, complètement. Alors ça, c'est vrai qu'on peut-être, on aurait pu commencer par là, mais en même temps, c'est pas grave, on y arrive pour montrer aussi que l'ouvrage a une visée pédagogique, c'est-à-dire que l'esclave, je reviens un peu ce qui a été dit dans Les mondes de l'esclavage de Paul Aymar, l'idée c'est qu'en fait, on peut très brièvement donner 2 critères pour définir ce que c'est qu'un esclave aussi dans le monde musulman, en revenant aux droits musulmans. Donc l'esclave est quelqu'un qui n'est pas libre, évidemment, et la notion de liberté existe dans le langage juridique islamique dès le départ. Quelqu'un qui n'est pas libre est souvent et normalement, en termes de normes islamiques, pouvait être asservi ceux et celles qui étaient non musulmans et avec lesquels le monde islamique était en lutte, en guerre en fait. Donc, et devenaient des esclaves, des captifs de guerre en fait. Ça c'est fondamental, hein. Des non-musulmans captifs de guerre en fait. Et ça c'est un premier trait, l'absence de liberté, la perte de liberté. Le deuxième trait qui est très important en droit musulman, dans les normes islamiques, c'est que l'esclave est une chose et un être humain. Est une chose qui peut être vendue, louée, qui peut être une copropriété aussi. Donc ça, c'est fondamental, mais dans le même temps, donc c'est une chose qui peut être louée, vendue, mais c'est un être humain. Donc c'est un être humain qu'on ne peut pas maltraiter physiquement. Et ça, c'est dit très clairement dans le Coran et aussi dans les faits et paroles du prophète qui sont de corpus majeur d'interprétation du droit musulman. Donc ça, ce sont les normes. Et vous avez raison de dire qu'entre ces normes et les pratiques, il y a un fossé énorme. L'un des points fondamentaux en termes d'exception, c'est que les hommes et femmes d'Afrique de l'Ouest qui se sont convertis à l'islam ont continué à être asservis. Ce qui était complètement contradictoire avec la norme islamique. Donc derrière ça, il y avait un processus de racialisation. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils étaient asservis parce qu'on les considérait comme pas assez musulmans. Donc c'était un alibi, évidemment. Et derrière cette exception fondamentale, on voit à l'œuvre la manière dont certains, finalement, mettent de côté ces normes premières. Et du coup, aussi dans cet ouvrage, je montre quelles étaient ces normes islamiques. Et je dis bien qu'en fait, si elles visaient au bon traitement des esclaves. Si elle visait à l'affranchissement, elle n'était pas respectée. Donc je ne donne pas une vision, angélique de ces normes islamiques. Ça, c'est pour la définition d'esclave. L'absence de liberté, le fait d'être objet et homme à la fois. Et c'est aussi pour rappeler à quel point ces normes n'ont pas été suivies. L'autre point, je ne vais pas être très très long, mais il y a une diversité de termes autour de l'esclavage. Abd, dont le pluriel est abid, est central dans cette histoire, parce que petit à petit, il va s'appliquer simplement aux personnes noires. Ce qui dit aussi le lien entre esclavage et racialisation. Tandis que d'autres termes, comme mamelouk par exemple, ont été appliqués à des gens de peau plus claire en fait. Donc là aussi, derrière les termes, on voit des situations différentes. Il y a aussi des termes qui sont spécifiques aux femmes esclaves et des termes qui sont spécifiques aux jeunes esclaves comme Roulem et Rilmen par exemple. Une question qui semble très importante, notamment pour penser à la fois les ressemblances, les différences avec ce qui peut se passer aux Antilles, aux Amériques. On sait que aux Amériques, surtout lorsque la traite a commencé à être interdite, finalement, il fallait que les esclaves se reproduisent biologiquement pour avoir toujours de nouveaux esclaves, voire plus d'esclaves, en particulier au sud des États-Unis. Or, en théorie, si je voulais bien, c'est un statut qui n'est pas héréditaire, ou en tout cas qui ne peut pas être simplement héréditaire. Du coup, l'affranchissement fait partie de la logique sociale, théorique en tout cas, en termes d'islam. Ça, c'est une très très grande différence avec les mondes atlantiques. Mais on trouvera bien sûr des exceptions dans les mondes atlantiques. Mais en droit musulman, encore une fois, en théorie, les esclaves sont généralement non musulmans, puis deviennent musulmans par leur entrée dans la communauté islamique. Et parce que ce sont souvent des esclaves qui prennent place dans une maisonnée, en fait, dans une famille. Ils sont appelés, parfois forcés à la conversion. Normalement, on ne force pas la conversion en islam, mais ça a existé. Et devenant musulmans, leurs descendants ne peuvent pas être esclaves. Ils sont nés musulmans, donc libres, en fait. Vous voyez, c'est toute la logique.
Ça s'applique aux descendants de Mamelouks, tous ces esclaves d'élite, aux descendants de concubines aussi, qui étaient exploités sexuellement par leur maître. Mais ça s'applique parfois pas du tout à des enfants d'esclaves subsahariens. Et on le voit, c'est une question qui est encore importante en Mauritanie, c'est-à-dire que les descendants d'esclaves et les arrière-petits-enfants, parfois, sont perçus comme la propriété de l'ancien maître, ce qui pose évidemment beaucoup, beaucoup de problèmes. Cette question-là, donc pour être très clair sur votre réponse, normalement, juridiquement, en théorie, les descendants d'esclaves convertis ne peuvent pas être asservis. Et c'est pour ça que génération après génération, je ne justifie pas les traites, encore une fois, mais dans la logique, c'est pour ça que les esclavagistes, les vendeurs, allaient chercher et revendaient génération après génération des enfants, filles ou garçons, venus du Caucase, venus d'Afrique subsaharienne, venus d'Afrique orientale. L'autre point et dernier point sur cette question de la descendance, il y a un statut juridique en islam qui est lié au droit romain, qui est le patronage, en fait. Voilà. Donc le maître reste le patron de ses esclaves après affranchissement. L'idée, c'est qu'en fait, ils maintiennent des liens juridiques et en fait, le patron accompagne dans l'entrée dans la communauté musulmane du nouvel esclave converti. Et ça, c'est très très important parce que ça montre aussi que même les descendants du patron vont rester dans l'orbite, dans la sphère d'influence, les descendants de l'esclave, pardon, vont rester dans l'orbite, la sphère d'influence des patrons, en fait. Ça, c'est aussi un héritage du droit romain. Alors, pour anticiper un petit peu sur quelque chose qui est plutôt à la fin de votre livre, mais qui peut être intéressant à ce stade de la discussion, vous montrez qu'il n'y a pratiquement pas de révolte d'esclaves connue, massive, majeure dans ce monde, telle que celle qu'a connue Saint-Domingue Haïti à partir de 1791, qui aboutit à l'indépendance de l'île. Est-ce qu'on peut le relier à cette diversité géographique, le fait que dans une même grande maison de Tunis, par exemple, celle que vous avez étudiée, on puisse trouver des esclaves d'origine grecque, d'origine italienne, d'origine du Caucase, d'origine d'Afrique subsaharienne? Est-ce que c'est ça aussi qui a rendu peut-être plus difficile ce que des marxistes appelleraient la conscience de classe, voilà, la formation d'un collectif d'esclaves, comme ça a pu exister à Rome avec Spartacus, comme ça a pu exister dans les espaces où plein de gens de la même origine sont très concentrés et du coup peuvent peut-être avoir des leviers plus simples pour se mobiliser. Alors, la question de la révolte ou des grandes révoltes d'esclaves, bon, moi je suis moderniste, mais à l'époque médiévale, au IXe siècle, il y a la grande révolte de ce qu'on appelle les Zenj, qui est un terme encore utilisé en turc-ottoman pour référer aux esclaves d'origine est-africaine, en fait. Donc les Zenj, ce sont ces esclaves qui devaient amender des terres marécageuses dans le sud de l'Irak. Et l'Irak, à l'époque, c'était le centre du monde musulman. Donc ça, il y a des écrits auxquels je fais référence dans l'ouvrage pour ceux que ça intéresse. Mais pour ce qui est de la période moderne jusqu'au XIXe siècle, on ne voit pas de grandes révoltes comparables à celles des Indes. Et du coup, c'est très rarement posé, mais quelles sont les raisons de cette absence de révolte, en fait, Donc, vous évoquez la conscience de classe, ou l'absence de conscience de classe, et vous avez fortement raison, parce que, et c'est ça aussi un des caractères particuliers de cet esclavage dans les mondes musulmans, c'est que les esclaves sont d'origine très différente, en fait. Donc, des langages différents, des cultures différentes, et donc une coalition des esclaves est rendue difficile. L'autre point, c'est qu'il y a un esclavage genré. Les femmes sont enfermées dans les demeures comme domestiques, concubines, ont très peu d'accès à l'espace public. Les hommes captifs ont, eux, accès à l'espace public. Mais l'autre point, c'est que non seulement vous avez des gens d'origine différente, d'occupations différentes, et donc très difficile de créer des coalitions. L'autre point, c'est que les gens espèrent un affranchissement. Et que l'affranchissement est une des pratiques constantes et diffuses dans l'ensemble des mondes musulmans, notamment dans l'Empire ottoman. Donc l'idée que vous allez être affranchi peut vous dissuader aussi de vous révolter. L'autre point que j'évoque, c'est qu'il y a des organisations, on va dire par communauté,
d'esclaves. Donc les chrétiens européens qui sont eux aussi asservis du XVIe jusqu'au début du XIXe siècle ont leur propre organisation, souvent catholique. Les esclaves subsahariens, notamment les femmes ouest-africaines, ont leur propre organisation aussi, qui créent ce sont des nœuds de solidarité, mais aussi des organisations qui dissuadent même de la révolte. Et j'en viens finalement à un point qui est très très intéressant, c'est ce que évoquait l'historien Fred Cooper, qui depuis a fait une autre carrière, plutôt sur l'histoire ouest-africaine, mais le premier ouvrage de Fred Cooper sur l'esclavage à Zanzibar dans l'Afrique de l'Est était passionnant sur sa manière de dire comment fait-on pour se faire obéir par les esclaves et en quoi les plantations de Zanzibar ont été différentes dans les modes de domination que les plantations états-uniennes. Et sa réponse, c'est l'islam, en gros. Pas d'une manière essentialiste, pour dire qu'en fait, les esclaves entrent dans un nouveau monde, qui est le monde des communautés musulmanes, où ils peuvent trouver place, évidemment, et que trouver place dans cette communauté, c'est un outil de domination aussi. Vous montrez qu'il y a différentes formes d'esclavage, c'est fondamental. Il y en a 3 principales que vous identifiez, l'esclavage domestique, l'esclavage agricole et l'esclavage militaro-administratif. Et ces 3 formes, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles produisent sans doute pas le même type de traces. On trouvera sans doute plus de documents liés à encore une fois, des grandes maisons, des élites de l'Empire ottoman, qu'à tel ou tel domaine agricole dans lequel des gens ont eu un labeur qui a été moins documenté, qui était un labeur plus ordinaire. On avait peut-être moins besoin de les identifier par l'écrit en tout cas. Donc est-ce que cette disproportion documentaire, elle joue un rôle dans la façon d'approcher ces statuts, ces dominations ? Oui, fondamental. Alors oui, c'est le 2e chapitre qui justement présente ces 3 types d'esclavage, comme vous l'avez dit, et les débats qu'il y a derrière, donc on a commencé déjà à aborder. Oui, l'esclavage agricole, c'est pas le grand inconnu, mais un des esclavages les moins connus pour ces régions-là. On le connaît pour le 19e siècle parce que là, notamment lié à la colonisation de ces territoires, il y a une administration militaire, par exemple dans le sud du Maghreb, qui permet de mieux renseigner les activités agricoles dans les oasis, le rôle des esclaves, le rôle des affranchis dans ces domaines-là. Et puis aussi, dans la péninsule arabique, c'est le moment de la politique abolitionniste britannique et du coup, là aussi, un grand intérêt des consuls britanniques pour les types d'esclavage agricole dans cette région-là. Et puis le 3e type d'esclavage, qui sera un peu plus connu, l'esclavage agricole qui sera un peu plus connu, c'est l'esclavage dans les plantations d'Afrique de l'Est, Zanzibar et la côte. Et là aussi, donc ça fait des parcelles, des morcellements de connaissances d'esclavage agricole. Mais entre le 7e, 8e siècle jusqu'au 18e siècle, il y a très peu de sources. Les sources qui peuvent être mobilisées, notamment par mon collègue Ismaël Warscheid, ce sont des sources de consultation juridique auprès de juristes musulmans implantés dans les zones sahariennes et dans ces franges-là où les communautés demandent des consultations juridiques. Et dans ces problèmes juridiques apparaît la présence des esclaves, la manière de les traiter. Et ça, c'est peut-être un nouvel horizon pour mieux connaître cet esclavage agricole du XVIe au XVIIIe siècle, on va dire. Et c'est important de le connaître parce que moi, comme d'autres, nous avons peut-être trop mis l'accent sur l'esclavage d'élite et sur l'esclavage domestique développé dans les grandes villes où l'écrit est plus facile d'accès. Est-ce qu'on pourrait envisager, à la façon dont ça existe aux Antilles, aux États-Unis, une archéologie de l'esclavage agricole, mais peut-être aussi de l'esclavage urbain, des marchés aux esclaves ? Est-ce que ce type de travail est envisageable ? Alors, excellente question que je n'évoque pas du tout dans l'ouvrage, parce que c'est aucune compétence de ce point de vue-là, mais je sais qu'il y a une archéologie agricole qui se développe et qui pourrait être étendue aussi aux domaines agricoles coloniaux, oui. Vous mentionnez les circulations des esclaves et vous prenez notamment 2 exemples très très frappants, Giovanni Jacobos et Nicolas Saïd au XVIIIe, XIXe siècle. Est-ce qu'on peut vous pouvez peut-être nous présenter ces 2 personnages parce qu'à travers eux, ça illustre à la fois des rôles sociaux variés, des provenances et des parcours géographiques variés et donc ça met l'accent sur un des points que vous mettez en avant dans le livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer dans une seule catégorie ces esclavages dans ces mondes, mais que c'est beaucoup une affaire de circulation, de mobilité et de variété.
Oui, alors pour aller contre cette idée d'un esclavage islamique refermé sur lui-même, hein, l'idée d'une essentialisation d'esclavage islamique, d'une singularité, je prends quelques cas hein, qui peuvent être évidemment perçus comme des exceptions, mais qui vont dans une tendance historiographique actuelle, qui est de comprendre les liens entre différentes traites, en fait, hein, et les liens entre la traite ouest-africaine, la traite atlantique, entre traite ouest-africaine et puis traite méditerranéenne. Donc les deux cas évoqués, et surtout le cas de Nicolas Saïd, en fait, sont intéressants. Donc Saïd, il a été beaucoup étudié parce que en fait, il y a une égo-histoire, on va dire, il y a son propre récit de sa vie qui est parfois un tout petit peu affabulé, mais disons que Saïd vient de l'Afrique subsaharienne, a été déporté évidemment violemment après avoir été instruit en islam et connaissant l'arabe, vers la Tripolitaine, vers ce qui est actuellement la Libye. Puis, il me semble, si je n'oublie pas, un séjour dans les lieux saints à la Mecque. Puis, il est asservi à nouveau et vendu en Russie où il devient esclave, converti donc au christianisme orthodoxe, prenant le nom de son maître. Et ce qui est singulier chez lui, c'est que sa vie se termine sur la côte est des États-Unis, au temps même hein, de la guerre civile. Donc c'est une vie extrêmement riche et qui montre comment, en fait, les circulations forcées d'esclaves dépassent en fait les cadres géographiques que l'on pense être restreints et limités. Et Jacobos, c'est encore un autre cas, venant de la région des Antilles, passant par la Tripolitaine, encore une fois, qui est un lieu carrefour important, où il est converti à l'islam, devient un mamelouk d'un souverain local, puis lors d'une circulation en Méditerranée, navigation en Méditerranée, il est interrogé à Malte par l'Inquisition, et là, il va dérouler toute son histoire devant hein, les autorités de l'Inquisition maltaise. Et ces circulations, évidemment, ne sont pas communes, mais elles disent autre chose, des liens entre différentes traites. Alors, vous l'avez un petit peu mentionné à travers ces deux cas. Dans quelle mesure on dispose de récits à la première personne, de textes à la première personne? On sait que c'est un genre à part entière qui a émergé, notamment, il y a même aujourd'hui une petite collection de poches que je recommande aux éditions Payot. C'est notre collègue Michael Roy qui la publie, notamment pour des esclaves des États-Unis, des textes autobiographiques traduits en français. C'est très, très intéressant à lire. Dans quelle mesure c'est un registre d'écriture qui peut aussi exister en terre d'islam pour des esclaves qui plaident leur cause ou qui racontent leur destin? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'objet du projet européen que je dirige, donc financé par l'European Research Council. Alors, Slave Voices? Slave Voices, voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai un peu changé les choses, mais disons que les chercheurs avec qui j'ai travaillé ont travaillé davantage sur le 19e siècle, sur la question des femmes et des hommes noirs et de leurs égo-documents, des documents où ils témoignaient de leur expérience. Ça peut être des sources juridiques, notamment devant les tribunaux coloniaux. Ça peut être aussi des témoignages récoltés hein, pour le 19e siècle par les explorateurs, les voyageurs européens. On a aussi des actes notariés de ces esclaves affranchis, surtout dans le cas libyen. Moi, je vais remonter plutôt sur le 18e siècle, sur lequel je travaille, où là, il y a un enjeu majeur en termes de sources. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire, l'histoire méditerranéenne du 16e jusqu'au début du 19e siècle est une histoire où les Européens peuvent être asservis au Maghreb, et l'inverse est vrai, les Maghrébins sont asservis en Europe. Pour ce qui est des captifs européens au Maghreb, nous avons une quantité assez importante, hein, je ne saurais pas les compter, mais plus d'une centaine au minimum, de récits de captivité qui ont été publiés, imprimés, hein, et qui ont aussi été à l'origine d'autres récits de captivité, cette fois-ci aux Amériques, et notamment aux États-Unis. Il y a un lien assez fort entre cette expérience de captivité, de la manière de la narrer, au Maghreb et en Europe, et ce qui s'est passé par la suite aux États-Unis. Donc c'est sur ces récits de captivité qu'a été construit un savoir sur l'esclavage des chrétiens au Maghreb. L'argument que je porte, c'est que les esclaves musulmans n'ont pas rédigé ce type de récit de captivité. Un autre universitaire, Nabil Matar, a aussi mis en avant le fait qu'il était rare que des récits de captivité aient été rédigés par des captifs maghrébins, musulmans ou juifs en Europe. Mais ces captifs ont tout de même
envoyé toute une série de lettres, tout comme les captifs européens au Maghreb. Oui, des suppliques pour demander leur affranchissement, leur secours. D'un côté, effectivement, les suppliques aux autorités européennes qui sont fondamentales, et ça, c'est la culture de la pétition dans l'Europe moderne, et les esclaves maghrébins, juifs et musulmans y participent. Et là, il y a une abondance de pétitions dans ces langues européennes. Parallèlement, ces esclaves maghrébins ont rédigé des lettres en arabe et parfois en turc ottoman, dont on garde quelques traces. Et l'objet de mon travail, c'est de comprendre, d'une part, l'importance de ces lettres, leur nombre, les indices qui montrent qu'il y avait une littératie, une culture écrite parmi ces esclaves, et dans le même temps, pourquoi rien n'est resté de ça, ou très peu. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet dans la connaissance de cet esclavage en miroir de l'esclavage des chrétiens au Maghreb. C'est-à-dire, cet esclavage des Maghrébins en Europe est très peu connu, en fait. Et c'est lié, effectivement, à pas l'absence, mais au nombre très restreint de sources et comment les rechercher. Donc, pétition envoyée aux autorités européennes, lettres en arabe, indices d'une culture écrite. Et dernier point, parce que je ne veux pas être trop long sur cette question, mais on est surpris par le fait que toutes ces communautés, surtout d'esclaves musulmans dans les grands ports méditerranéens, notamment au XVIIIe siècle, soient structurées autour de l'écrit. C'est-à-dire, les leaders de ces communautés d'esclaves musulmans, ce sont des juges nommés par les esclaves, qui ne sont pas forcément les plus lettrés des élites musulmanes, mais qui ont un savoir, qui savent écrire. Et ça, c'est fondamental parce que la question de la présence de l'écrit parmi les communautés d'esclaves fait contraste aussi avec l'esclavage des plantations, où il s'agissait de dissuader les esclaves d'être lettrés, de savoir écrire, de savoir lire. Donc cette question écriture, esclavage en Méditerranée, des deux côtés de la Méditerranée, est de ce point de vue-là fascinant, mais il peut avoir des effets pervers dans la manière de connaître les esclavages, d'en narrer en fait l'histoire. Voire de les mettre en scène, parce que vous dites à un moment qu'il y a peu de représentations cinématographiques de ces esclavages. On peut se demander s'il y avait finalement un Solomon Northrop ou un Frederick Douglass qui avait produit ce type de texte, est-ce que ça n'aurait pas été mis à l'écran plus facilement? Là, il y a des romanciers qui les imaginent, beaucoup, ces personnages d'esclaves, mais finalement, est-ce qu'une autobiographie de ce type-là n'aurait pas été une matrice cinématographique intéressante? Oui, excellente question. Alors, je vais y répondre de deux manières. Il se trouve qu'à partir de la fin du 19e, début 20e, il y a des formes autobiographiques qui se développent en arabe. Et notamment, Mortal Soussi, un historien pour le sud du Maroc, avait écrit une histoire de sa région où il mettait en avant un descendant d'esclaves qui avait échappé à de nouvelles formes d'asservissement, alors qu'il était musulman libre, plusieurs fois. Et ça peut être un début d'histoire. L'autre point, parce que je pourrais répondre de différentes manières, mais l'autre point qui pourrait susciter de la fiction, ce sont des sources que, encore une fois, Nabil Matar a mises en avant, et d'autres, ce sont des sources soufis, en fait. Donc, le soufisme en islam, c'est une mystique où les croyants vont essayer de se rapprocher de Dieu par des invocations, par des rites spécifiques. Il y a plusieurs confréries, plusieurs ordres soufis. Dans la pratique des soufis, il y a aussi des hagiographies de saints comme en Occident. Et dans ces hagiographies, il y a des rêves de saints qui libèrent, ou des miracles de saints qui libèrent des captifs musulmans en Europe. Ça aussi, je veux dire, ça peut être tout à fait un outil fictionnel. C'est à nous, peut-être historiens, de fournir ce matériau ignoré, en fait. Et c'est un matériau assez riche. Et je finirai par le fait qu'en plus de ces miracles de saints, en plus de certaines biographies très limitées, il y a des interrogatoires de police. Donc Ehud Toledano avait rédigé un article magnifique, que je cite, sur une esclave du Caucase, tcherkesse, qui... Enfin, c'est une histoire terrible, en fait. Donc, elle est enceinte de la personne qui l'a servi, qui l'a vendue au Caire, et elle perd son enfant, et l'interrogatoire est très, très précis sur ce sort. Et ça peut être aussi à l'origine du fiction qui représenterait aussi cette forme d'esclavage. Donc, à nous de livrer ces sources et aux auteurs de fiction de venir vers nous. On sera heureux de les aider.
Il y a une forme d'esclavage qui, malgré tout, semble plus connue, qui est l'esclavage d'élites administratives et militaires. Ce sont notamment les Mamelouks, mais pas seulement, parce que vous montrez que c'est aussi l'entourage du sultan Moulay Ismail au Maroc, l'entourage des empereurs iraniens qui peuvent s'appuyer sur des esclaves arméniens, que c'est quelque chose d'assez récurrent dans plusieurs endroits, que d'avoir proche du pouvoir des gens de statut servile ou initialement servile, ce qui est évidemment un paradoxe considérable. Moi, j'ai eu souvent des élèves en situation pédagogique qui me disent mais comment c'est possible de concentrer du pouvoir dans ses mains sur des hommes libres en étant soi-même esclave? Et c'est pas évident de proposer des réponses. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, alors ça c'est bien, vos élèves ils sont parfaits parce que cette énigme qu'on appelle l'énigme mamelouk ou le paradoxe mamelouk, c'est-à-dire pourquoi des gens libres acceptent d'être gouvernés par des esclaves. Ça c'est un point essentiel. Alors il y a plusieurs explications, mais disons que c'était une question centrale d'un point de vue politique et idéologique. Et je fais référence au moins à 3 explications que je vais résumer ici. La première, développée par Patricia Crone, grand orientaliste, autrefois à Princeton, et puis par Daniel Pipes, qui, d'un point de vue idéologique, et disons-le très clairement islamophobe, leur idée, c'est qu'en fait, les Mamelouks et les esclaves militaires et de gouvernement dans le monde musulman montraient bien, en fait, la faiblesse des États musulmans, leur incapacité à s'appuyer sur leurs sujets, à faire confiance à leurs sujets. Et l'inverse étant vrai, les sujets qui ne voulaient pas être associés au pouvoir. Et pour eux, c'était l'explication et l'évidence, la preuve qu'en fait, ces régimes sont autoritaires parce qu'il y a une séparation entre l'État et la société. Parce que l'État ne fait pas confiance à la société et la société ne fait pas confiance à l'État. Et donc, c'était une explication finalement sur le long terme, essentialiste, de la culture autoritaire dans les mondes musulmans et du manque de légitimité des pouvoirs islamiques. L'autre explication, qui est plus sophistiquée, qui a été mise en avant par un des grands historiens des Mamelouks, David Ayalon, puis par un anthropologue, Gellner, et j'essaye de rester quand même, de faire comprendre les choses, c'était qu'en fait, les Mamelouks avaient un intérêt, mais extrêmement passionnant, c'est-à-dire politiquement. Ce qui se passe, selon un des grands penseurs du pouvoir en islam, Ibn Khaldoun, c'est qu'au bout de 3 générations, les pouvoirs politiques s'amollissent, ils se sédentarisent et ils perdent le goût du pouvoir. Ils viennent des steppes, ils s'emparent du pouvoir, s'installent, puis perdent de leur intérêt pour ce pouvoir-là. Pour régénérer ce goût du pouvoir, il faut faire revenir d'autres personnes des steppes, et notamment les Mamelouks qui viennent d'Eurasie à l'époque médiévale. Donc l'idée, c'est que les Mamelouks nourrissent à nouveau un esprit de corps, une force à l'intérieur du pouvoir. Mon explication est plutôt celle de dire que les Mamelouks, étant des étrangers aux sociétés, permettent à des grandes maisonnées qui tiennent le pouvoir d'accéder à des ressources, de réprimer des sujets locaux, de construire aussi des liens entre ce pouvoir et ces sociétés. Je montre que des Mamelouks, notamment dans la Tunis du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, mais ça se vérifie aussi dans l'Égypte médiévale et puis dans l'Égypte ottomane. Ces Mamelouks sont des mécènes, en fait, construisent des quartiers entiers, ont des clientèles de sujets libres locaux et donc construisent des liens entre le pouvoir et la société, ce qui contredit complètement la vision orientalisante et essentialisante des pouvoirs islamiques. L'avant-dernier chapitre de votre livre est consacré aux abolitions. Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails sans doute, mais une chose qui m'a semblé intéressante, c'est que vous montrez que les abolitions sur un long 19e siècle sont au croisement de logiques exogènes, notamment le rôle des Britanniques, le rôle des grandes transformations économiques liées à la modernité capitaliste, industrielle, qui fait que les esclaves n'ont plus tout à fait la même utilité, d'ailleurs aussi bien pour les Occidentaux qu'en terre d'islam. Et puis des logiques aussi endogènes, avec un certain nombre de juristes, de responsables en terre d'islam, à Tunis notamment, vous citez la date de 1846, qui prennent des positions, qui réfléchissent à l'abolition de leur côté. Donc il y a une rencontre entre plusieurs contextes, plusieurs temporalités, qui produit des effets. Alors moi, je mettrais peut-être le capitalisme d'un autre côté, au sens où les historiens se sont beaucoup consacrés au mode d'abolition dans les mondes musulmans. Pour différents enjeux, l'idée, c'était soit de montrer que
l'islam ne pouvait pas être réformé au sens où l'islam reconnaissait l'esclavage et que les musulmans ne pouvaient pas mettre fin à l'esclavage qui était sanctionné par le Coran. D'autres ont dit, ben non, en fait, voyez très bien que des penseurs musulmans ont contribué à ce débat de différentes manières, soit en reprenant des arguments européens sur la liberté, sur l'individu, soit en essayant de trouver des ressources dans le droit musulman, dans le savoir musulman, pour dire qu'en fait, les musulmans ne pouvaient pas maltraiter des esclaves et que l'on ne pouvait pas asservir des hommes et des femmes noirs, subsahariens, ou des hommes et des femmes du Caucase, quand ils étaient déjà musulmans. Donc ils essayaient de trouver des ressources argumentaires au sein même du monde musulman. Ça, c'est fondamental et je donne plusieurs figures. Cet ouvrage est un ouvrage de synthèse, donc il s'agit de reprendre certains de ces débats-là. Il me semble qu'au-delà même de ce débat sur l'abolition, ce qui est en fait la question de fond, c'est la question de la transformation des modes de travail et d'exploitation des personnes. Et ça, on le voit très très clairement. Abolition ou pas abolition, ce qui a été fondamental, c'est la transformation des économies au XXe siècle. Et c'est encore plus clair pour la péninsule arabique telle que l'a montré Philippe Petria, en fait. Les ressources pétrolières ont complètement transformé le rapport au travail. Et pour le Maghreb aussi, le Maghreb colonial est un Maghreb d'économie domestique et d'économie rurale, et où les esclaves ont joué un rôle surtout dans l'économie domestique. Et une fois que l'économie domestique est transformée, et une fois que le pouvoir se déplace des grandes maisonnées vers les administrations coloniales, là, il y a un autre rapport à l'exploitation humaine, très très clairement. C'est pas nouveau, mais c'est fondamental de le dire dans un champ où, pour l'heure, pour le Maghreb notamment, la question des formes de travail a peu été explorée et la question de l'abolition et des discours sur l'abolition a été davantage l'objet d'études. Votre livre se termine par des réflexions contemporaines, des réflexions sur les traces, sur les mémoires, sur la postérité de ces esclavages. Il m'a semblé, il y a beaucoup d'enjeux à aborder, on ne peut pas tous les prendre, mais il m'a semblé qu'un des enjeux intéressants était finalement de questionner la place de l'Afrique du Nord dans l'Afrique et la place des rapports Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, et qu'il y avait sans doute un clivage à dépasser ou une réintégration à faire, de penser les liens inter-africains pour ne pas perpétuer la coupure qui est aussi une coupure raciale qui peut encore exister aujourd'hui dans certaines sociétés, en Afrique du Nord notamment, avec des populations de couleurs, des couleurs noires minorisées, stigmatisées, racisées. Est-ce que pour vous, cette idée de penser l'histoire de l'Afrique ou d'intégrer l'histoire de l'Afrique du Nord dans l'histoire de l'Afrique est un des leviers pour réfléchir à ces questions aujourd'hui? Je pense que, bon, c'est pas comme ça que je lirais le chapitre. Le chapitre est plus un bilan pour un domaine géographique où toutes les questions post-esclavage sont très peu posées, en fait. Où il y a encore beaucoup à faire, où nous sommes encore à la remorque des États-Unis, en effet. Mais ce que vous dites, bon, ça peut être une lecture tout à fait juste de la question du racisme anti-noir, de la manière dont on se situe par rapport à l'ensemble de l'Afrique. C'est assez juste. Le dernier chapitre a plus pour vocation d'ouvrir des pistes, ou en tout cas de suggérer qu'il y a des travaux, par exemple sur la mémoire d'esclavage, sur les politiques mémorielles, qui peuvent inspirer aussi ces régions, sur le rapport aussi des activistes antiracistes à l'État, sur ce qu'ils apportent, sur la nécessité de ne pas être instrumentalisé par les gouvernements. Oui, parce que vous citez aussi les deux musées qui ont ouvert, l'un en Tunisie et l'autre au Qatar, mais en même temps, on a des contextes très différents. Le Qatar, en grande partie pour se dédouaner un petit peu en termes de relations publiques au moment où il est stigmatisé pour la façon dont il traite les migrants qui construisent ces stades. Et la Tunisie, en lien quand même avec une société civile où ces questions sont portées par des mouvements. Donc là, c'est deux exemples intéressants parce qu'ils ne relèvent pas exactement des mêmes logiques. Oui, alors oui, effectivement. Donc pour la Tunisie, c'est moins un musée que des déclarations et une commémoration d'un édit qui met fin à la vente des esclaves et qui suscite les affranchissements dans Tunis. Mais disons que oui, c'est un rapport très différent à la société civile. Mais il faut dire les choses. Je veux dire, ces mouvements sont fragiles et on le voit en Tunisie, puisqu'en Tunisie, le président actuel a repris un discours du grand remplacement, cette fois-ci, où les Tunisiens seraient grands remplacés par des Africains subsahariens migrants. Donc là, il y a eu, d'une certaine manière, un retour en arrière, mais d'une autre manière, ce discours des activistes, et surtout des activistes femmes tunisiennes, notamment noires, est resté. Mais il lui faut un autre moment politique pour s'épanouir
et surtout pour que le rapport entre le gouvernant et l'activiste soit davantage en faveur, comment dire les choses, de l'activiste. En fait. Je pense qu'on mettra des liens sur le site de Parole d'Histoire pour les gens que ça intéresse, pour prolonger ces réflexions et aller voir qui sont ces gens, comment se font ces mobilisations. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce J'avais micro ? pensé au Frédéric Douglas chez Payot, justement édité par Michael Roy. Pour la région, à part mon ouvrage, non, il y aurait énormément de lectures peut-être. Le livre de Gillian Weiss et Meredith Martin sur les esclaves de Louis XIV, où elle montre comment, en fait, ce sur quoi je travaille et d'autres travaillons, c'est-à-dire l'esclavage des Maghrébins, des musulmans en Europe, a été utilisé aussi dans l'art maritime du grand siècle. C'est un très très beau livre, mais je pourrais citer encore beaucoup d'autres travaux, les travaux de Thomas Glessner. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Europe, il y a dans plusieurs pays, en Espagne, en Italie, à Malte, en France, en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis, au nord de l'Europe, tout un intérêt pour cet esclavage musulman et juif du Maghreb ou ottoman dans l'Europe moderne. En fait, comment cet esclavage a aussi construit l'Europe moderne. Merci beaucoup, Mehmet Waldi. Je rappelle le titre de votre livre, L'esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites au traumatisme, paru donc en 2024 aux éditions Amsterdam. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.